Ça y est, nous voilà rattrapés par le marketing. On a notre jeu, Culture Pub, cela s'appelle du merchandising, ou plutôt du marchandisage, et ce n'est pas donné à tout le monde dans le PAF que d'être marchandisé en jeu. Pour que l'émission soit dérivable, il faut qu'il y ait une certaine corrélation. J'imagine mal qu'on puisse faire un jeu avec le journal télévisé, par exemple, parce qu'il n'y a pas de corrélation avec cette émission. Et pan. Bon, mais ne vendons pas la peau de l'ours trop tôt. Car au jeu dérivé, figurez-vous, on ne gagne pas à tous les coups. Les écueils qu'on peut avoir avec certains jeux, c'est que l'émission puisse être déprogrammée. Ouais, on n'en fera pas un jeu de celle-là. Un autre type d'écueil, c'est que la vedette disparaisse, comme ça nous est arrivé sur Bébé de Show. Ah bon, quelle vedette? Sur la couverture, on a mis Edith Cresson, et Edith Cresson est disparue assez vite. Ouais, mais c'est pas près de nous arriver d'être déprogrammé ou de mettre Edith Cresson en couverture. Ceci dit, restons modestes, nous sommes bien peu de choses avec notre petit jeu, à côté des grandes stars de M6. C'est comme un livre, une histoire qui fait vivre. On a vendu 110 000 singles du générique de la série. Ensuite, on a fait l'album, on a obtenu des résultats fantastiques. Il y a eu donc des licences telles que le puzzle, la ligne de cosmétiques qui est vendue en VPC, une double page qui apparaît dans les 3 Suisses de lignes de vêtements. Alors regardez bien tous, on va regarder Classe Mannequin. On a de l'édition aussi. Oui. On a 2 produits édition, un produit en presse, un magazine, et puis un produit qui sera chez les libraires, qui est ce qu'on appelle une novélisation, donc 2 livres adaptés de la série. Vous l'aurez compris, les produits dérivés d'émissions, ce n'est plus seulement le Scooby-Doo ou le pins parlant qu'on offre aux gagnants des jeux. TF1 a créé un nouveau pins magnétique parlant. Il s'agit d'un véritable business pour les chaînes et c'est au sein de filiales que sont généralement traitées toutes les activités dérivées. Avec par exemple la vente de programmes aux chaînes étrangères, on appelle cela de la distribution. On trouve ensuite des livres, des disques et des cassettes vidéo, cela s'appelle de l'édition. Et puis ces mêmes filiales pratiquent aussi l'interactivité avec la clientèle cathodique, on appelle cela du service. En France, on constate que ce n'est pas le nom des chaînes, mais plutôt le titre de l'émission ou le charisme de l'animateur qui font vendre. Si on vend un t-shirt M6, le public a plutôt l'impression d'avoir affaire à un produit promotionnel qu'il s'attend à avoir gratuitement. Pourtant, par le passé, une chaîne encore publique s'y était essayée. Il y a eu une expérience à l'époque avec TF1, les petits Tiffin et tout ça, où ils ont même créé une boutique, je me souviens, de produits dérivés de TF1. Et moi, je pense pas qu'il y ait une appartenance telle à une chaîne où, de par la multiplicité des médias, ça me paraît impossible d'appartenir ou d'adhérer à une chaîne. Il est vrai qu'on se reconnaît plus facilement dans une émission ciblée que sur une chaîne généraliste. Quant à savoir comment et surtout combien se négocie un produit dérivé, c'est Camembert. Ouais, parce que l'Empire Papa n'est pas alors. Tous les cas sont différents. Ça dépend véritablement du jeu, de l'émission, et tous les cas sont très différents. Oui, tous les tarifs sont différents, à ceci près qu'ils sont tous très opaques. Et que les animateurs ont intérêt à savoir se défendre. Exemple, Nicolas Hulot ne touche pas un copec sur les produits d'hygiène Ushuaïa fabriqués sous licence TF1 par le groupe L'Oréal. Le monde entier est source de beauté. A l'inverse, pour éditer Froufrou, le magazine, Ardisson reverse des royalties aux 3 propriétaires de la marque, à savoir Christine Bravo, France 2 et lui-même. Par son jupon, la femme. Dans l'ensemble, le secteur est encore jeune en France. Pour dire, quand les recettes des chaînes se comptent en milliards, le merchandising géré par les médias ne pèse que quelques millions de francs, peanuts quoi. Il n'empêche, le secteur se développe, M6 a déjà 5 boutiques, TF1 vient d'ouvrir la 2e. Avant, Hélène et les garçons jouaient avec TF1 et Télé 7 jours. Autre question, comment ne pas céder aux sirènes des marchands du temple? Bref, quelles sont les limites déontologiques du marchandisage des émissions? Il ne faut jamais que le produit prime l'émission, parce qu'un produit peut être très dangereux s'il est de qualité médiocre, mal distribué, ou en tout cas pas le reflet de la qualité de l'émission. Et par ailleurs, c'est vrai qu'il y a des produits et des émissions faits pour le produit dérivé, dont on sait pertinemment, c'est le cas d'un jouet, des phénomènes comme Power Ranger, la société Saban, qui ne sont conçus que pour développer et générer du produit dérivé. Power Ranger, dont le marketing repose sur le double débarquement de l'émission sur les écrans et des produits dans les boutiques. En France, nous n'en sommes qu'à la première déferlante du merchandising, jouets, fringues, bonbons. Côté images, de nombreuses voix s'élèvent déjà pour condamner la violence du produit. À voir ces images, on les comprend. Mais le pire est à venir. Aux États-Unis, on consomme couramment des boîtes de spaghettis Power Ranger, si. Alors, pour toutes ces raisons, méditez bien cet adage. Bon, regardez trop à la télévision, bonsoir.